on va partir sur une première thématique que j'ai listée, qui est de ancrer dans un besoin métier prioritaire. Jean Arnaud, est-ce que tu te retrouves chez Elevent sur ce besoin métier prioritaire, et puis peut-être nous lister justement nous préciser ce besoin métier? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, besoin métier prioritaire, c'est vrai que j'ai jamais eu un métier encore, je sais pas vous, mais qui est venu me voir en disant je veux faire de la data qualité. En général, c'est pas leur priorité, c'est pas le sujet forcément central. Par contre, ils viennent avec des besoins business. Et souvent, il y a besoin de data qualité derrière. Donc, en fait, évidemment, ça vient par le cas business. Là, le cas qu'on travaille le plus avec DQE, que je voulais un peu mettre en avant aujourd'hui, c'est la base de données tiers, donc clients, fournisseurs, partenaires. Donc, ça, c'est le gros sujet de centralisation de la donnée. Tu as parlé de Vision 360. Et donc, finalement, nous, toute la partie data qualité et toute la partie gouvernance autour de la donnée, elle est venue par le cas d'usage CRM. Donc l'idée, c'était évidemment de mettre en base un CRM partagé au niveau du groupe. Donc G11, c'est 20 pays, c'est plus de 80 business units, c'est plus de 100 événements, c'est 60 sites événementiels qui sont gérés, c'est une hétérogénéité de données et de métiers. Donc le grand enjeu business, c'est finalement comment je rassemble cette donnée, notamment autour du client, du fournisseur, des événements, des lieux, comment je les réunis dans des systèmes pour qu'ils travaillent tous... pour qu'on puisse tous travailler ensemble de la même façon, ou en tout cas avec des inducteurs communs. Donc voilà, donc c'est ça le cas d'usage. Mais en fait, eux, avoir un tiers rapproché, avoir un bon SIRET, avoir une bonne adresse, on parlait d'adresse ou de clé de rapprochement, ils s'en foutent quoi finalement. Donc dans certaines boîtes encore pas matures sur les sujets data, il n'y a pas un product owner ou il n'y a pas un business analyst qui dit ouais, il me faut une qualité de données, je te donne les clés dont j'ai besoin. Nous chez G11, ETI, encore en développement, pas forcément très mature dans les business sur la data. Ils viennent pas avec des sujets de data qualité. Ils viennent avec des sujets finaux. Et c'est quelque part nous. Donc moi, je suis au sein de la DSI. Et c'est finalement avec une DSI qui apporte une notion d'un peu de transformation de la data, une vision un peu transfo du business qui amène une gouvernance. On en parlera après, mais c'est nous qui quelque part, par les usages, par les besoins métiers, mettons en place des data platforms, des structures de référentiel. Et voilà. Et j'en suis pas encore dans un groupe où la maturité business fait que le référentiel ou la data qualité est portée par les business. Ouais. Ça va venir. Mais voilà. Donc mais on y reviendra tout à l'heure, notamment quand on parlera de gouvernance. C'est pour ça que j'ai prévu de te poser la question plutôt comment tu traduis cette problématique dans des termes métiers pour que ça parle à des gens en dehors d'une direction data. Et du coup, le besoin, c'est d'aller vite sur la data, donc d'avoir vite de l'information. Et c'est là où on arrive à mettre de la valeur et du ROI sur du référentiel de données. C'est qu'ils vont vite récupérer de la donnée. C'est ça que les commerciaux ils veulent, que les équipes marketing veulent. Donc la transcription business du sujet data qualité et référentiel, finalement, c'est donnez-moi de la data rapidement et de qualité. Donc c'est ça qu'on essaye de pousser nous en interne. D'accord. BPCE, Antoine, pareil, c'est un grand groupe, hein, je l'ai traité, tu l'as vu dans ma newsletter aujourd'hui, grand groupe, décentralisé. Est-ce que la problématique de la qualité de données, c'était aussi pour fédérer, ou alors vous aviez un autre point d'entrée ? Il y a beaucoup de choses en fait chez nous, et déjà merci à DQE et à Christophe de nous laisser témoigner. Parce que la qualité, c'est pas un travail de l'ombre, même si finalement on fait beaucoup de choses, mais un travail qui est commun entre les équipes data, les équipes qualité, surtout les équipes IT, où certains sont présents aujourd'hui. Les équipes métiers, on a un peu plus de mal effectivement à les tirer sur les sujets. Après, la qualité de données fait partie de notre ADN dans la banque. On se doit d'avoir des données 100% de qualité, en tout cas qui s'en rapprochent. Donc on met des moyens, on met une grosse ambition. On a, un peu comme beaucoup de confrères dans la banque, hein, si certains sont présents ici aujourd'hui, dans une précédente expérience, quand on parlait qualité de données sur une source de données qu'on utilisait, j'en parlais tout à l'heure avec Grégory, on avait un exemple on prenait une source, c'était l'exemple que j'avais, c'était des signaux qui, lorsqu'un matériel roulant passe, il envoie un petit signal pour savoir où se trouve le matériel roulant sur le réseau, voilà, qui permet après d'estimer des retards. Ça peut être intéressant. Et quand on travaille avec les équipes data, la qualité de données, c'était du nettoyage. Voilà. Si le matériel roulant borde plusieurs fois à la même heure, le signal n'est pas bon, on enlève tout ce qui n'est pas bon, on récolte la source, on fait du nettoyage, la couche de DQM, et voilà. Là, dans des sujets bancaires, c'est un peu plus compliqué. On ne peut pas effacer tout. Lorsqu'on a des sujets d'adresse, justement, et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec les DQE sur les sujets d'adresse, lorsqu'on veut estimer le risque climatique d'un bien
qu'il soit financé, cautionné ou assuré. Si l'adresse ne matche sur rien, soit si elle n'est pas renseignée, soit si elle est mal renseignée, soit si on n'arrive pas à la géolocaliser parce qu'elle voilà. Alors quand un humain le traite, on va la retrouver, mais on en traite beaucoup, donc ça doit être industrialisé. Et là, première étape, c'est qu'on élimine, on enlève cette adresse. Deuxième étape, il faut aller la rechercher parce qu'on doit estimer le risque, voilà. Donc c'est là où on va plus loin et on est un peu au-dessus, sans stigmatiser, un peu au-dessus d'un RCU, d'un référentiel client unique. On a des clients qui consomment nos produits régulièrement, parce que c'est comme des abonnements, qui nous confient de l'argent, donc on doit assurer ce sujet de qualité de données dans le temps. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Pour revenir un peu sur d'où vient la qualité de données dans la banque, si on fait un petit flashback, ça vient de 2016-2017. Les sujets, alors je vais faire très rapide, mais en racontant la petite histoire, mais ça vient de ce qui s'appelait BCBS. Il fallait que les banques identifient des rapports qui sont importants, essentiels, particulièrement sur les domaines crédit, les domaines risques, et que les banques assurent la qualité de données de ces rapports. Donc on est vraiment dans un domaine spécifique crédit. Là où on vient de plus en plus maintenant, c'est que les autorités régulatrices viennent voir les banques et qui viennent nous demander justement des processus globaux autour de la qualité de données et de la gouvernance sur tous les domaines de données, pas que les domaines autour des risques. Et là, les autorités en ce moment viennent voir en disant on vient de mesurer le risque des banques sur les sujets data et digitaux en prenant deux axes. Le risque à ne pas faire. Si vous ne faites pas de la data, si vous ne faites pas de l'IA, ça c'est le sujet que connaît bien Christophe, mais vous avez un risque, et vous avez un risque concurrentiel vis-à-vis des autres et vis-à-vis du marché. Et vous avez aussi un risque de non-maîtrise de vos données, si on revient sur les sujets de qualité de données. Il y a aussi le risque à faire si vous utilisez des données pour plein de choses. Et là, on sort un peu du sujet justement uniquement régulation crédit, puisque celui-là est plutôt maîtrisé. Mais si vous avez des données de clients, si vous avez des process autour des clients, mais que vous ne maîtrisez pas les données, donc là, on est vraiment dans le risque à faire, qui est le deuxième risque qui est mesuré par les autorités. Derrière, ils nous demandent de justifier que les process soient bien en place. Donc il faut faire quelque chose, mais il faut bien le faire. Voilà, donc le leitmotiv est partout, le moteur est partout. Après, alors là, notre objectif, c'est pas uniquement de répondre aux régulateurs. Je parle beaucoup. Mais c'est surtout d'associer quand même la qualité au process métier, donc au process bancaire. Et d'associer, de définir quels sont les process métiers d'aujourd'hui, les process métiers de demain. On parle aussi d'IA, donc les process métiers qui vont arriver, et en quoi on a besoin, en quoi on peut mettre le haut niveau de qualité sur nos enjeux. Grégory, Baccarat, groupe de luxe, on imagine la nécessité d'avoir une vision, un client extrêmement riche, puisque c'est ce qui fait la personnalisation. Est-ce que c'est une réalité, et est-ce que c'est complexe à constituer cette vision et cette qualité de données qui permet ensuite d'apporter la prestation qui est attendue dans le luxe? Merci. Alors effectivement, on est une maison très historique, avec énormément de richesses. On existe depuis 261 ans. Donc la qualité de la donnée, c'était pas un sujet encore à l'époque de Louis XIV. Malheureusement, ça aurait pu être bien. On a énormément de choses, effectivement, dans la qualité de données. Comme on a la chance d'être une maison manufacturière, je ne vous raconte pas l'histoire de Baccarat, j'espère que vous la connaissez. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, elle est assez riche. Effectivement, vous pouvez aller voir du côté de la Lorraine, c'est assez intéressant. Chez nous, elle est plutôt effectivement, la donnée est très sensible à la fois dans la conservation effectivement du savoir-faire. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas forcément adressé, et ça, c'est un sujet critique pour nous. Perte de savoir-faire, maîtrise de savoir-faire. Pour former effectivement un maître verrier, par exemple, il faut à peu près 10 ans pour faire un produit simple, pour faire un article simple. Vous imaginez sur des pièces haute couture, haute collection. Ça demande effectivement énormément de temps, énormément de données, énormément d'informations à stocker et à maîtriser. Et sur 261 ans, ça c'est déjà un sujet. Maintenant, ce qui va peut-être plus nous animer aujourd'hui, nous, la partie de la qualité de données, c'est plutôt effectivement une vision client, marketing et relationnelle. Contrairement à mes confrères, effectivement, on n'est pas une entreprise philanthropique. On a la chance effectivement d'avoir effectivement de la donnée qualifiée ou pas, mais extrêmement riche et extrêmement dense sur nos clients. Si on prend par exemple nos VIC, ce qu'on appelle effectivement les Very Important Clients, on est sur de la qualification à 200, 230 attributs effectivement en base de données, donc ça fait effectivement une bonne richesse d'informations.
Si je vous dis ça, vous me dites, bah, c'est chouette, vous avez pas mal d'informations sur vos clients. L'avantage de Baccarat, c'est que, comme vous l'avez identifié, on est effectivement très fiers de nos articles, et on est surtout centré sur un modèle glocal. Ce qu'on appelle le glocal, c'est un headquarter en France, et puis les autonomies au niveau des marchés, que ce soit le Japon, l'Asie, les US ou l'Europe. Et finalement, chacun fait un peu ce qu'il veut, que ce soit dans la saisie de données ou aussi dans la qualité de la donnée. Et donc, du coup, tout ça à réconcilier pour servir un besoin métier et une relation unifiée auprès d'un client, c'est pas forcément évident. Comme l'a dit tout à l'heure le CEO de DQE, en Corée, les adresses ne sont pas les mêmes. Nous, aujourd'hui, on utilise DQE sur 2 types de sujets, à la fois sur du contrôle e-commerce, sur de la partie front, pour vérifier, effectivement, garantir la qualité des adresses, la structuration de la donnée de type transactionnel, et également pour faire de la réconciliation, de la fusion et de la déduplication, notamment au niveau de notre data lake, au niveau de la relation client. La donnée aujourd'hui, finalement, nos besoins métiers, ils sont très business, très marketing, très CRM finalement. À la fois, pourquoi ? Parce que la donnée aujourd'hui, c'est une relation, et cette relation, elle est transformée en valeur chez Baccarat. Et plus on avancera sur la data quality, qui effectivement, je rejoins mes deux confrères, on vient jamais nous voir pour nous dire chouette, on veut faire de la data quality, c'est vraiment un sujet fort. Non, on vient plutôt par des tickets de support sur la data quality, plutôt qu'effectivement une volonté d'aller avancer sur le nettoyage de cette donnée. Comme on est avec des clients DQE, on va parler un peu, juste pour que chacun puisse vous situer dans l'écosystème, dans le panorama de solutions de DQE, enfin vos usages et les outils que vous utilisez, ce qui permettra à chacun de se positionner. Peut-être toi, Grégory, pour commencer, et puis après je passerai la parole à Jean-Arnaud. Alors effectivement, sur les outils qu'on utilise principalement, alors si on se centre sur DQE, je viens juste d'en parler effectivement sur le traitement de la donnée. Nous, dans un écosystème fortement Salesforceisé, on va dire, à la fois sur notre CRM, on est sur Salesforce, comment dire, donc on utilise Marketing Cloud sur la partie relationnelle et plutôt marketing automation, Commerce Cloud à la fois sur la partie finalement très business, et Service Cloud sur notre référentiel client. Effectivement, il a été construit de cette manière-là, et je suis très content effectivement d'avoir implémenté Data Cloud récemment pour justement garantir cette unification de données, et DQE vient effectivement en surcouche sur la partie Service Cloud pour faire effectivement tout ce travail de clarification, nettoyage que les filiales ne feraient pas, en tout cas que nos marchés ne feraient pas pour différentes raisons. On ne saisit pas forcément les informations de la même manière dans un ERP local un peu exotique ou dans une plateforme beaucoup plus stricte. Et la volonté effectivement d'une maison de luxe comme Baccarat, c'est de laisser l'autonomie forte au sein des marchés. La relation client est souvent privilégiée à la qualité de la donnée, même si effectivement on l'aura tous compris que l'un ne va pas sans l'autre. On aura l'occasion d'y revenir quand on parlera gouvernance. Jean-Arnaud, sur cette partie outillage, si tu peux nous préciser le scope. Donc nous, on utilise les modules B2B de DQE, parce qu'on fait quasiment du B2B chez Gelevance. On va s'en servir sur les front web, effectivement, au niveau de la saisie sur les différents sites. Donc chaque salon peut avoir des visiteurs B2B qui vont s'inscrire sur des salons, donc on va cleaner la donnée à ce moment-là. On s'en sert en déduplication, dédoublonnage fusion aussi, sur du batch, donc pour alimenter le CRM. Donc là, on est effectivement sur du Salesforce. On n'utilise pas le connecteur Salesforce parce que Salesforce n'est pas notre référentiel client. En fait, on a un MDM derrière qui est donc un MDM custom qui vient récupérer les données de tous les ERP du groupe. Et donc, c'est plutôt sur ce MDM où on fait tourner du DQE pour aller enrichir, contrôler la donnée en entrée. Donc voilà, il y a un sujet aussi de voir effectivement est-ce que Salesforce peut devenir plus référentiel ou MDM en entrée des données des commerciaux, mais voilà, aujourd'hui la stack technique elle avait été faite comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre avec DQE voilà, donc du temps réel, du batch. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Parfait. Antoine, sur cette même question. Oui, un des premiers sujets qu'on a lancé justement avec nos partenaires IT, c'était de verrouiller ce qu'on appelle tous nos champs. Donc autour des emails, des adresses et des numéros de téléphone. Donc on a construit des solutions de contrôle dans lesquelles on a embarqué des QE. Ce qui fait qu'on contrôle dès la saisie, on fait de la qualité avant le système d'information sur email, mobile, adresse. Là on a des trafics de 800 000 appels par mois.
sur les plateformes pour dès qu'il y a un nouveau client ou un client qui met à jour ses données. Voilà, donc on a connecté ces outillages sur les parcours qu'on appelle self-care, le client seul avec son application, ou sur les parcours agence, sur des core banking qui sont pas tout jeunes. Donc ça a bien fonctionné. Ça, c'est ce qu'on appelle le flux. Et sur la partie qu'on appelle plus le stock, les données qui sont déjà dans nos systèmes d'information, on a travaillé historiquement il y a quelques années sur les emails mobiles et maintenant on a des traitements qui tournent sur les adresses. Voilà. Et un traitement qui est très intéressant aussi pour faire un peu la pub justement des travaux qui sont menés avec nos IT très vite. C'est notre objectif côté data IA, c'est de simplifier le travail du conseiller et aussi du client. Donc quand un client change d'adresse, si vous êtes client chez nous, vous changez d'adresse, vous envoyez un justificatif, il est lu par nos modules d'IA, il est contrôlé pour vérifier s'il est juste, on capte la donnée adresse et on la redresse, on la vérifie, on la redresse avec des QE et ensuite elle est proposée au système d'information. Voilà, donc on simplifie un parcours de bout en bout pour tout le monde dans lequel on a encapsulé justement les modules des QE. Et tu te retrouves totalement dans le pilier que j'ai identifié tout à l'heure qui était d'agir le plus en amont possible. On a parlé outillage, cas d'usage déjà. Je voudrais qu'on parle un peu de gouvernance parce que le terme sera à traduire selon chaque organisation, qui définir un peu finalement les règles, la manière dont on va accompagner la mise en qualité des données. C'est vraiment spécifique à chacune de vos organisations, avec aussi la prise en compte d'un legacy qui a son importance. Je vais commencer avec toi, Antoine. Comment est piloté dans un groupe aussi grand que BPCE cette qualité de données? Quels sont un peu les rôles? Je vais commencer par vous faire un petite explication du fonctionnement du groupe assez rapidement, mais moi je distingue 3 types d'entités, surtout en termes de gouvernance de données. Donc les banques, donc ce sont les marques que vous connaissez, Caisse d'Épargne, Banque Populaire, d'autres banques plus nationales. Après, c'est ce qu'on appelle les entités métiers, donc qui maintenant appartiennent principalement à l'organe central qui est de plus en plus important en réponse aux régulateurs, donc du risque, finance, RH ou d'autres thématiques, et qui a le rôle de représentation vis-à-vis des régulateurs et un rôle de consolidation vis-à-vis de toutes les entités du groupe. Et le troisième type d'entité, c'est l'entité spécialisée, type du financement, l'assurance, qu'on appelle l'entité qui font du PNL, qui font du chiffre d'affaires. Donc c'est 3 moyens, 3 entités qu'on anime et qu'on pilote sur les sujets de gouvernance. Et en support, bien sûr, on a les IT qui permettent de développer le business et d'avancer sur tous ces sujets. Donc l'organisation data a été montée dès 2021 et l'objectif est d'avoir un CDO local dans chaque entité. Donc ce CDO local va avoir des missions différentes s'il est dans une caisse d'épargne, une banque populaire, alors ça se ressemble, mais s'il est dans une banque, s'il est dans un métier spécialisé ou s'il est dans une filiale. Et c'est là où son rôle à lui, c'est de déployer la gouvernance, de piloter la gouvernance, d'animer après tous les sujets, cas d'usage et IA aussi, mais de travailler cet aspect gouvernance qui est très fort et de piloter et de mettre en place ces processus de qualité. Après, comment il le fait? On est un groupe très très décentralisé, mais qui a quand même vocation à être hyper centralisé, parce qu'on les a mis en place et ils nous disent maintenant comment je travaille. Donc c'est là où il nous appelle, il nous dit dites-moi ce que je dois faire. Donc c'est là où nous on a travaillé cet aspect plus normatif de cadre, de politique, de standard. On a même été jusqu'au mode opératoire pour lui expliquer comment monte un comité qualité, comité data. Et c'est là où on a en place depuis 2021 une direction data centrale qui a pour but de construire et d'animer, piloter la feuille de route globale data IA, dont on envoie des extraits dans la presse sur les sujets IA, d'animer cette filière et de construire cette filière data un peu partout, locale, et en construisant aussi des assets communs, donc soit technologiques, autour de la data et l'IA, des plateformes, soit aussi sur justement tout le côté normatif, la manière de travailler, ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils sont aussi demandeurs, et ça nous permet aussi d'unifier, d'harmoniser la manière dont ils exécutent les sujets autour de la qualité, et de leur donner aussi des objectifs, des ambitions. Voilà. Et après, l'idée, c'est qu'ils sont là, on reste dans la filière data, mais il faut embarquer aussi les métiers dans cet écosystème, donc soit côté central, soit de leur côté de l'organisation locale. Et un dernier petit exemple, ce qu'on a monté et qui est un peu une des vitrines, en tout cas qui est le plus utilisé, outre les outils de contrôle, c'est tout le sujet de monitoring. On a monté un monitoring national, on a unifié les règles de contrôle. Avant qu'on monte ça, chacun mesurait la qualité comme il voulait. Alors, celui qui était un peu négatif, il disait moi je suis mauvais, j'ai des mauvais chiffres. Celui qui est très optimiste ou qui voulait pas montrer d'indicateur, moi j'ai 100%. On a défini des règles qui étaient communes
Alors on est un groupe coopératif, on l'a pas fait tout seul, on l'a fait tous ensemble, définit des règles communes, comment on contrôle un numéro de téléphone, comment on contrôle une donnée de bilan, comment on contrôle un chiffre d'affaires, toutes les données, on a identifié les données clés, on a défini des règles de contrôle, et maintenant on a un monitoring national qui nous permet comme ça de les animer, eux-mêmes toutes les entités d'avoir leur positionnement, de se benchmarker les uns avec les autres. Alors là, on a un acteur bancaire qui a la culture du process et de la gouvernance. C'est peut-être moins le cas dans d'autres secteurs. Grégory, dans le retail, tu le disais, il y a des pratiques dans les entités, il y a du central. Comment est gérée cette gouvernance entre guillemets, parce que c'est peut-être pas comme ça que vous la nommez, mais en tout cas le processus de mise en qualité de la donnée, sans peut-être trop solliciter les vendeurs qui eux doivent être dans le relationnel pur. Effectivement, c'est bien de revenir un peu à la base de l'utilisation de la donnée. Merci en tout cas pour ce petit rappel. Chez nous, la donnée, comme je vous disais, est principalement majoritairement transactionnelle. Donc, effectivement, elle est saisie en grande partie, la connaissance est saisie en grande partie par ce qu'on appelle nos vendeurs, ou plutôt nos sales associates, directement dans leurs ERP. Et tout ça est réconcilié à terme au travers de badges DQI et ensuite réconcilié dans nos outils Salesforce. Cette donnée, après, sert à deux choses. À la fois à faire du relationnel one-to-one entre les sales associates pour fêter un bon anniversaire ou dire tiens, ta sœur est venue finalement la semaine dernière acheter ce merveilleux coffret, j'espère que ça lui a fait plaisir, et avoir de la relation hyper personnalisée. Parce qu'aujourd'hui finalement, on va dire qu'une bonne partie effectivement de notre business est réalisée par des personnes assez fortunées, c'est-à-dire qui dépensent environ entre 14 et 15 000 $ par an chez nous, en moyenne avec une fréquence d'achat supérieure à 2. Tout le reste, effectivement, on est plutôt sur de l'achat unitaire, voire tous les 2 à 3 ans. Donc effectivement, cette connaissance nous permet aussi de voir où est-ce qu'il faut concentrer nos efforts. Et on voit bien qu'effectivement, la relation personnalisée très, très fine, extrêmement qualifiée, entre un sales associate et ce qu'on appelle les VIC, est fondamentale chez nous. Donc cette partie-là, effectivement, fait partie des priorités de notre maison. Donc ça, c'est un cas d'usage, et généralement, celle-ci, elle est plutôt bien qualifiée, étant donné que c'est de la relation hyper personnalisée. Nos vendeurs, nos sales associates sont au-delà finalement d'un sales associate, c'est presque finalement des concierges, pas des seconds amis, mais en tout cas, ils sont extrêmement présents et connaissent très bien leur métier. La deuxième partie, effectivement, donc on adresse une partie des VIC, mais tout le reste de la population, finalement, tous nos autres segments, comment est-ce qu'on les adresse? Généralement, c'est du marketing automation. Donc sur le marketing automation, là, si vous avez une donnée qui est pas bonne, et ben en fait, on se retrouve des fois avec des sujets un peu sensibles. Par exemple, on va appeler cher RE un monsieur. Ça passe pas très bien, effectivement, quand la personne dépense à peu près 5 000 € par an. Ça fait mauvais genre, et ça peut être effectivement sujet à soit perte du client, ce qui est le plus grave, soit effectivement juste finalement un désabonnement et on perd son opt-in et on n'a plus moyen de le contacter, si ce n'est effectivement d'aller voir directement en boutique. Donc la qualité de données en fait sur cette plus grosse masse de notre base de données, elle est essentielle. Et aujourd'hui, cette gouvernance finalement, elle est un petit peu gérée par nos équipes finalement CRM et marketing, parce que c'est eux qui en ont finalement le plus besoin. Et elle n'est pas forcément pilotée aujourd'hui par l'IT, sur toute cette partie CRM. Sur d'autres parties, effectivement, elle est gouvernée par l'IT. Si, par exemple, on prenait de la donnée analytique ou de la donnée chiffrée ou venant du contrôle de gestion ou d'autres sources de visualisation de données ou de consolidation de la donnée, celle-ci est plutôt effectivement gouvernée par la DSI, mais encore par les métiers. C'est vraiment l'utilisation qui fait que c'est l'usage de la donnée qui fait que la gouvernance est gérée par l'usage. Et c'est plutôt bien du coup. Enfin, si tu arrives à avoir une gouvernance de tes données business gouvernée par le métier, c'est quand même pas mal. Alors, effectivement, on a l'avantage d'être dans le luxe, c'est-à-dire effectivement que la donnée client est fondamentale et extrêmement précieuse. Et on a aussi l'avantage d'être dans le luxe, c'est-à-dire d'avoir, un peu comme toutes les maisons de luxe, des projets en cascade, en permanence. Nos clients, c'est les mêmes finalement surtout dans l'hyperluxe, c'est les mêmes que des clients élevés, que des clients Porsche, que des clients Ferrari. On n'a pas la même puissance de frappe, on n'a pas la même taille, pourtant nos clients sont les mêmes. C'est la même personne qui va acheter un yacht à 100 millions, qui va venir effectivement se faire plaisir avec effectivement un cadeau, ou en tout cas un bien effectivement baccarat.
Donc c'est là effectivement notre vraie difficulté. C'est comment est-ce qu'on est aussi fort sur la donnée pour aller adresser finalement ses clients qu'un mastodonte comme Kering, Richemont ou encore LV. C'est ça effectivement notre grosse problématique aujourd'hui sur la donnée. Oui, et l'enjeu étant de masquer un peu la complexité des traitements aux utilisateurs, aux consommateurs de cette donnée pour leur restituer une donnée qui est utilisable et exactement. de la valeur. Exactement. Depuis 2 ans, on a réussi enfin à mettre en place un programme fonctionnel de marketing automation, ce qui était effectivement avant la croix et la bannière. Si je prends par exemple un sujet c'est bête, l'alerte de disponibilité d'un produit. En fait, on a mis 3 ans à le mettre en place chez Vacara. 3 ans. Aujourd'hui, on a à peu près 19 journeys, c'est-à-dire marketing automation transactionnel ou informationnel, qui tournent de manière 100% automatisée. Et là, aujourd'hui, on est quand même très content d'avoir travaillé avec des QI sur cette partie-là, même si effectivement on travaille pas assez avec vous, clairement. J'espère qu'on travaillera plus par le passé, par le futur. Pardon. Le message est lancé. Alors Jean Arnaud, j'ai bien compris que toi tu aimerais qu'en termes de gouvernance les métiers fassent un peu plus d'ownership. Comment tu abordes justement cette question de la gouvernance, de la qualité dans des termes où j'ai compris, on parle pas de qualité, on parle de priorité business, etc. Donc traduction à chaque fois. En fait, effectivement, on y va pas à pas quand même. On met en place une gouvernance data petit à petit et on est parti effectivement quand même. On a réussi à justifier de budget associé au programme CRM. Donc en fait, c'est pas un programme référencé le client ou un programme data qualité. On est venu raccrocher le programme au CRM et vu que c'était très compliqué d'aller mettre de la gouvernance dans les métiers, de trouver des responsables, des data stewards, des data owners, en fait, à un moment donné, on s'est dit on est obligé de le faire nous parce que si on le fait pas en centrale, le seul endroit où il y a vraiment de la transversalité finalement dans beaucoup d'organisations, c'est sur les fonctions support type DSI, ça peut être finance ou ça peut être marketing s'il y en a. Mais en tout cas, nous, c'était l'endroit qui allait bien pour commencer à construire une gouvernance data. Donc, c'est une équipe qui est au sein de mon équipe au niveau de la Data Factory du groupe. Et en fait, c'est pas très bonne pratique, je pense. Moi, effectivement, je pense qu'il faut que la data, elle soit gérée par des data owners dans les business. La data RH, il faut un data owner RH. La data financière, il faut un data owner financier. Et là, moi, sur la data client tiers, il faudrait quelqu'un au commerce ou au marketing pour gérer ça. Mais voilà, si on attend l'organisation, on n'avance pas non plus beaucoup. Et finalement, c'est quand même un prérequis pour toute la stack technique derrière, sur les synchronisations de données, sur le temps réel en API, sur les synchronisations des data platforms, etc. Donc voilà, on a mis ça comme un point structurant de l'organisation. On a aussi fait une fusion DSI et Digital Data Factory, donc ça aide à créer quand même aussi un ensemble un petit peu plus transformant. Voilà, donc en fait, en gros, on y va petit à petit, mais on prend les devants pour amener la data qualité et ça structure énormément l'organisation en fait. Ça crée des rôles qui n'existaient pas. Donc là, on a un Master Data Manager qui va arriver. C'est la toute première fois qu'on nomme une personne qui va être en charge des Master Data, donc qui va être en charge de s'assurer du bon fonctionnement de la data qualité dans le groupe. Et c'est un rôle ultra central en fait, parce qu'il doit parler avec les métiers, évidemment. Il doit parler avec l'IT, parce qu'il y a toute la partie technologique à brancher, avec des partenaires type DQE ou autres, pour de l'API management, pour récupérer de la donnée en temps réel. Il faut parler avec les solutions. Donc en fait, c'est un poste un peu, c'est un peu le mouton à 5 pattes quand même, parce qu'il faut être très métier sur la donnée, même en plus sur le run, par exemple, on parlait des tickets support, des bugs, en fait, il va falloir aller même animer du run, du support pour la data qualité, et en même temps, il faut faire du build, parce qu'il faut construire des interfaces entre 50 ERP, 20 pays, etc. Donc voilà, donc, on est en train de structurer en fait tout ça avec cette gouvernance, et après, bien sûr, tu l'as bien dit, je trouve, les indicateurs, c'est le meilleur moyen de commencer. En fait, construire qu'est-ce qu'un client, qu'est-ce qu'une adresse, qu'est-ce qu'un numéro de téléphone, déjà, d'avoir le même langage commun, et ensuite de mettre du KPI dessus. Voilà, donc ça aussi, on l'a fait. Et en fait, par l'exemple, quelque part, on est en train d'embarquer les gens. Oui. Et puis, je pense que toute entreprise qui témoigne sur de la gouvernance de données expliquera que ça s'est pas créé du jour au lendemain. On passe pas d'une gouvernance, ce qu'on appelle fédérée ou décentralisée, du jour au lendemain, et que ça se construit après, avec la maturité. Dans certaines boîtes, quand même, j'ai vu où si le CEO est ultra sponsor, ou s'il y a vraiment une organisation avec du gros sponsoring sur une organisation data, ça peut des fois arriver en mode bon allez les gars, non c'est important, monter une équipe data, monter une data factory, mettez du people, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Dans un groupe où la data est vraiment pas
entre guillemets, l'ADN ou la priorité et qu'on n'a pas des énormes sponsoring, c'est vrai que ça vient souvent plutôt par le bas. Ouais. Mais oui, globalement, effectivement, tu as raison, c'est pas la priorité. Souvent, la réussite est d'une combinaison des deux, avec le sponsoring du haut et puis et le fait de s'emparer des sujets par le bas, puisque de toute façon, il faut l'animer, cette communauté. Si les personnes nommées ou qui sont désignées ne sont pas suffisamment sensibilisées, impliquées, enfin, l'animation s'écroulera un petit peu. Mais on va sortir un peu de cette partie purement gouvernance pour parler un peu ROI valeur. C'est toujours un sujet qui m'intéresse et qui est parfois complexe à démontrer. Sur la qualité de données, est-ce que on est amené, on est sollicité pour expliquer finalement la valeur, justifier un ROI sur la qualité de données? Je vais commencer par toi, Antoine. Est-ce que ce qu'on vient de voir, prouve-nous la valeur de tes actions? Mais je vais rebondir effectivement, le premier sujet avant le ROI, c'est le sponsorship, parce que le sponsorship va aller au-delà du ROI. Après, sur les sujets qualité, et principalement aussi gouvernance plus globalement, ça se calcule bien entendu, mais le ROI est toujours difficile parce que le ROI, c'est pas pour celui qui investit. C'est souvent un ROI induit pour les métiers, pour d'autres, ou pour l'IT, ou voilà. Mais ça doit se calculer, soit en mode ROI, soit en mode VOI, avec de la valeur apportée. Mais ça se calcule et c'est important de le savoir combien ça coûte, le coût de la non-qualité. Donc nous, on a travaillé par de l'acculturation, de la formation, on a formé ou acculturé les dirigeants, on a formé et acculturé aussi les banquiers avec des supports qui étaient plus ou moins humoristiques pour leur montrer l'importance de saisir dès le premier coup, puisque ce qu'on dit souvent, nous, le premier apporteur, c'est le banquier qui va pas réutiliser les données. Donc c'est lui qui saisit. Il peut être amené à les réutiliser pour appeler un client, mais derrière, c'est toute une chaîne, ça peut être quelqu'un d'autre, ou un back-office, et derrière, c'est lui qui est en front, mais pas forcément lui, il doit faire bien. Donc on a beaucoup investi pour les former, les acculturer. La même chose pour les dirigeants, puisque les dirigeants, c'est eux qui vont donner des budgets, ou allouer des budgets. Donc, et après, on calcule le coût d'une non-qualité. Donc quel est le coût d'un pli non distribué, quel est le coût d'une vente ratée, et quel est le coût de la remise en qualité. Parce que c'est ce que nous on doit faire, donc quel est le coût pour, et on le voit parce qu'on a travaillé sur des sujets adresses, quel est le coût pour acquérir une nouvelle donnée, quel est le coût pour corriger une adresse qu'on n'a pas du tout, voilà. Donc ça se calcule comme ça par modèle. Après, il faut estimer un petit peu sur certains sujets, mais oui. D'accord. Grégory, rapidement, pour qu'on garde un peu de temps pour la dernière partie, c'est des choses, le ROI, la valeur, c'est des choses sur lesquelles tu es sollicité, c'est vrai que quand tu t'engages, tu sais que toi, ça va apporter de la valeur au business, mais est-ce qu'il y a un moyen de le mesurer concrètement? Alors, moi, du coup, je viens du projet, donc mesurer et principalement de l'exploitation technique. Donc, mesurer, pour moi, c'est un peu une base de justifier la valeur, en tout cas le ROI, parce que c'est pas toujours évident sur ce type de sujet. Sur ce type de sujet, effectivement, moi, ce que je vois, c'est la diminution du nombre de tickets support sur la correction, effectivement. Donc ça, c'est le premier indicateur fort qui me permet de dire, j'ai moins d'exercices et j'ai moins de besoins en ETP sur ces sujets-là. Le deuxième sujet, c'est ce que je disais, effectivement, c'est qu'avant, on n'était pas capable de le faire. Maintenant, on est capable de le faire. Donc déjà, il y a une valeur ajoutée. J'aime bien cette expression, le VOI. L'indicateur du VOI, effectivement, avant, on pouvait pas. Maintenant, on peut. Donc ça, effectivement, c'est pour moi le plus gros indicateur de ça marche ou ça marche pas. Maintenant, effectivement, on a encore beaucoup de sujets à adresser. Mais non, la réduction, effectivement, des irritants. Oui, l'augmentation du business, voilà. C'est un objectif qualitatif, finalement, que quantificatif. D'accord. Jean-Arnaud, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques éléments avant qu'on passe à la dernière partie. Moi, alors j'essaye de pas trop mettre on me demande évidemment, sauf qu'en fait c'est très compliqué à sortir les ROI sur la partie data qualité. C'est même assez compliqué, même parfois sur un projet CRM. Hein. Donc en fait, on explique au CEO maintenant, mais c'est quand même important d'avoir un CRM, de la donnée centralisée, de la donnée qualité. Donc moi, j'accroche la data qualité au projet de départ. Donc par exemple sur le sujet PIM, c'est raccroché au projet e-commerce. Il n'y a pas un ROI du PIM, il y a un ROI de la plateforme e-commerce qui a besoin d'un PIM pour travailler. Et on englobe tout ça dans une vision globale. Le référentiel client unique, c'est pareil, c'est le programme CRM qui porte le truc. J'ai besoin d'un RCU pour avoir un Salesforce unifié pour tout le groupe. Donc en fait,
parce que si on commence à devoir justifier de ces ROI-là, c'est quasiment impossible. Et après, sur la réduction effectivement des délais de traitement des tickets, c'est vrai que c'est un indicateur pour nous. On a automatisé beaucoup de validation de fiches clients, où avant c'était des opérateurs qui faisaient ça à la main, on en a toujours. Sauf qu'en fait, j'arrive même pas à justifier une baisse de TP, parce qu'en fait, ces gens-là, ils vont faire autre chose. C'est le truc habituel. On n'arrive pas à enlever des gens des projets, parce qu'en fait, ces gens, finalement, ils font moins de validation manuelle, mais ils vont avoir d'autres sujets, des bugs dans les flux, de la déduplication d'air, on s'améliore en data qualité, on va plus loin, donc on va créer du nouveau besoin, et puis on va les mettre sur un autre sujet, si on attaque les fournisseurs, on attaque les... Donc en fait, finalement, honnêtement, n'essayez pas d'aller vendre, enfin, il y a certainement dans des boîtes où il y a beaucoup de TP à sortir, et tant mieux, entre guillemets, mais enfin, tant mieux pour, pas cool pour les personnes, mais tant mieux pour la boîte. Moi, je vais pas chercher de ROI sur ces sujets data qualité. Clairement, pour moi, faut montrer la vision et pourquoi c'est important, et les accrocher à des projets business qui, eux, ont du ROI accroché. Je vais rassurer tout le monde, hein, je ne parle pas Si tu veux virer des gens. Je ne veux surtout pas virer des gens. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la connaissance qui fait notre richesse. Non, c'est qu'ils font autre chose. Effectivement, il y a un déplacement de l'activité. Ils font plus de traitement, ils ont un déplacement d'activité, ils vont sur d'autres sujets. Finalement, on complexifie aussi l'IT quand même, enfin, les systèmes. Et oui, on déplace quand même des personnes qui vont aller plutôt sur de la résolution d'incidents, je trouve, plus compliquée, plus sur de la data qualité, de l'intersystème, du CRM, ou avant peut-être qu'ils faisaient des choses plus simples. En tout cas, moi de mon côté, c'est ce que je vois. Moi, ils apportent plus de valeur en tout cas sur voilà, donc ça a plus de valeur parce que c'est plus de la proximité avec les collaborateurs. Donc on garde les ETP et on les fait monter en compétences. Je pense que c'est la meilleure voie. Et c'est quelque chose qu'on répète souvent quand on parle de l'intelligence artificielle. Hein, la data quality, elle est au service de différents usages, dont l'intelligence artificielle. C'est une finalité parmi d'autres, mais c'en est une importante. Grégory, l'IA, un peu la perspective chez Bacara. Très rapidement, nous on a 2 use cases effectivement. Le premier, c'est d'aller sur des périmètres extrêmement fins, maîtrisés. Donc des sujets sur lesquels c'est un peu compliqué, vous l'aurez compris. Sur des choses sur lesquelles on y va très fortement, c'est sur une partie effectivement de chatbot pour suppléer les conseillers qui ne seraient pas disponibles quand ils dorment, tout simplement, pour répondre effectivement sur des questions majoritairement orientées sur le SAV, où est ma commande, 99% des questions, et puis de la partie catalogue. Et puis un petit peu, effectivement, l'IA, on commence à travailler fort sur Data Cloud, à optimiser finalement le calcul des segments et des segments à destination de nos canaux marketing. D'accord. Jean Arnaud, dans la partie événementielle, qu'est-ce qu'on peut imaginer et à quel horizon ? On bosse de manière très opérationnelle sur par exemple des configurations de stands dans l'événementiel automatisées par l'IA, donc de la génération de visuels de stands, de la génération de scénographie, de la génération d'aménagement d'espace. On a des résultats qui sont plutôt performants, donc on part de visuels de stands, de visuels d'espace historiques, donc des bases de données, des conceptions qu'on a fait, qui viennent alimenter notre modèle et qui permettent après, sur un brief client, d'aller sortir une proposition qui soit à la fois crédible par rapport au budget, par rapport aux matières demandées. Et donc voilà, ça c'est des sujets très métiers, très business, qui peuvent faire un peu parfois quand même flipper. Il y a des gens quand même qui vont se dire, attends, si vous faites le stand à ma place, quel est mon rôle dans l'entreprise demain ? Les designers, les concepteurs, les architectes. Voilà, donc en fait, il y a aussi quand même quand on va aller alors sur l'automatisation marketing, sur le contenu, bon, il n'y a pas trop de sujets, c'est évidemment super efficace et il n'y a pas un change business énorme, mais c'est vrai que sur certains métiers, moi je pense qu'on va avoir un peu de refus d'obstacles, ou en tout cas de change très fort à aller faire, parce que ça va remettre en question pas mal de trucs. D'accord. Et Antoine, on termine avec toi. Est-ce que la gouvernance des données, elle est embarquée avec ces projets d'IA ? Bah oui, c'est ultra important. Alors, on dit souvent la réplique bateau, sans data, pas d'IA. Mais le vrai exemple, alors, sans pitcher sur nos sujets IA, parce que Christophe a fait plein de résumés sur LinkedIn. Donc, je vous invite à regarder les secrets de data et ça détaille tous nos plans stratégiques sur l'IA. Mais on a des sujets très importants sur l'IA pour le conseiller, pour l'aider à aller plus vite, l'aider à analyser des choses. Et en préparant, justement, je regardais, on a des modules de préparation d'analyse financière fait à base d'IA générative, voilà, pour le conseiller, donc pas pour faire des notations ou des choses plus sérieuses, mais au moins, enfin c'est très sérieux, mais pour aider le conseiller à anticiper son rendez-vous, à préparer son rendez-vous,
analyse sectorielle, analyse financière de l'entreprise et tout. Derrière, si on n'a pas les bilans, si on n'a pas les données, ça donnera rien. Donc c'est là où, même en amont, avant même que le projet soit lancé, nous, et c'est tous nos sujets en termes de gouvernance, d'acquisition et de qualité de données, d'avoir travaillé sur cette partie bilan pour capter beaucoup plus de bilans. On avait déjà nos stades de bilan et ça fait 2 ans qu'on a travaillé avec des providers gratuits, payants, pour améliorer notre captation d'informations. Vraiment, secteur, sujet très B2B. Et là, le modèle d'IA, comme ça, il fonctionnera d'autant mieux. Parce que si on n'a que 50% des bilans, on n'aura pas de modèle. Parfait. Alors désolé, j'ai débordé un petit peu. Je vous propose qu'on les applaudisse. Merci beaucoup pour votre prise de parole et votre témoignage.